et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui veut sortir du mode pilote automatique. Entre société, performance, santé mentale et pop culture, on y parle du travail sous toutes ses coutures. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver parce que je vous avoue que ça fait un petit temps que j'avais plus enregistré d'épisodes solo puisque je vous ai mis le mois dernier, je vous ai mis quelques petites rediffusions. J'avoue, j'ai un peu triché parce que la période était assez chargée pour moi. Donc là, je me retrouve à nouveau au micro du podcast toute seule et ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc j'espère que vous serez hyper heureux de me réentendre en solo. Alors pour démarrer ce mois de juin, j'avais envie de vous parler d'une série. Alors pour pas vous mentir, de base, je voulais vous parler du Diable s'habille en Prada 2, puisque le 2 est sorti là en mai au cinéma. Mais honte à moi, j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir au cinéma, donc je n'ai pas pu vous faire un épisode sur ça. Donc j'ai choisi pour ce mois-ci une nouvelle série et évidemment on reparlera du Diable s'habille en Prada très bientôt quand j'aurai enfin été le voir, puisque je vous ai fait il y a quelques mois en fait un épisode sur le Diable s'habille en Prada d'il y a 20 ans. Donc j'avais aussi envie de faire la comparaison avec qu'est-ce qui a un peu évolué là sur ces 20 années en termes d'histoire et en termes de vision du travail. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou est-ce qu'on est quand même plus ou moins dans le même cadre? Mais donc ça, ce sera pour le mois prochain ou le mois d'après. Je ne sais pas encore, on verra. Toujours est-il que cette semaine, on va parler du coup d'une série, une série que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'ai vraiment adorée. C'est déjà la 2e saison là, qui est sortie il y a quelques mois. Cette série, ça s'appelle La Meneuse. La série, elle a comme personnage principal Kate Hudson dans le rôle d'Isla Gordon, la seule femme de la famille qui va se retrouver à la présidence des Los Angeles Wave. Donc c'est une équipe de basket ultra célèbre aux États-Unis. Et en fait, elle se retrouve à la présidence parce que son frère est contraint de partir en désintox, disons-le clairement. Et c'est lui qui a été nommé à la succession de l'empire familial au décès de son père. Et donc là, elle va se retrouver présidente des Los Angeles Waves. Et forcément, ça, c'est quelque chose qui ne passe pas pour tout le monde. Derrière les blagues, le côté feel-good de la série, les situations un peu cocasses, et puis c'est les tenues impeccables aussi d'Isla Gordon, on peut le souligner, il y a surtout un enjeu central dans cette série dont j'avais évidemment envie qu'on parle aujourd'hui. C'est celui de la nécessité d'une femme qui va se retrouver à un moment donné CEO, de devoir prouver qu'elle a cette place à ses frères, qui sont hyper sceptiques, au conseil d'administration, qui se demande pourquoi une femme va diriger une équipe de basket, et puis aussi à l'ensemble de la communauté sportive, puisque au niveau du basket, on est sur une communauté sportive essentiellement masculine. Et donc, à toute cette communauté et à tous ces gens, elle va devoir prouver quel est le bon choix pour ce poste. Donc cette série, c'est un petit peu les aventures d'Isla en tant que CEO. Et donc, on va aussi avoir des histoires d'amour, des histoires d'amitié, etc. Mais je trouve que cet enjeu central de place de la femme en tant que dirigeante, il est hyper bien relaté dans cette série. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on décortique ça ensemble. Il y a 3 angles que j'avais envie qu'on aborde aujourd'hui dans cet épisode ensemble. Le premier, forcément, c'est la question de la légitimité. Pour les auditeurs et auditrices, si vous êtes une auditrice, est-ce que vous vous êtes déjà dit qu'une femme dirigeante devait forcément prouver plus, qu'elle n'avait pas sa place, qu'elle était vue comme froide, comme hyper distante, comme sacrifiant sa famille, etc., pour pouvoir y arriver, hystérique quand elle ne sait pas gérer ses émotions, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, déjà vu, déjà vécu? Et en tant qu'homme, est-ce que vous avez cette vision-là aussi? En fait, ce que je voudrais vous inviter à faire avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, entre guillemets, enfin, on y est déjà là, mais ce serait de se dire, tiens, moi, en tant que femme, quelle est la vision que j'ai d'une femme CEO, d'une femme dirigeante?
Et cette vision-là, si elle est positive, alors c'est génial. Et si elle est négative, c'est d'aller décoller un petit peu toutes les croyances et toutes les pensées limitantes qui se trouvent derrière cette vision négative-là, parce qu'on a été bassiné dans plein de clichés aussi par rapport à la femme qui dirige. Et idem, si vous êtes un homme, de vous dire, tiens, quelle est la vision que j'ai d'une femme dirigeante? Est-ce que pour moi, quand c'est une femme qui dirige, c'est exactement la même chose, ou une femme entrepreneuse, j'en ai exactement la même vision qu'un homme ou pas? Et de vous poser réellement cette question et de vraiment essayer de prendre une situation quotidienne, un exemple de votre vie réelle et de voir comment vous vous êtes comporté, vous, à ce moment-là. Je vous invite peut-être à faire pause sur cet épisode et à justement vous demander, ben tiens, une femme au pouvoir, qu'est-ce que ça m'inspire? Peut-être ça, en fait, la question à laquelle je voudrais que vous répondiez. Qu'est-ce que ça vous inspire? À quoi ça vous fait penser tout de suite quand on vous dit une femme au pouvoir? Franchement, les mecs, n'hésitez pas à m'envoyer les petites vannes que vous avez pensées quand vous avez entendu cette phrase. Parce que je suis sûre que vous en avez dans la tête. Là. Il y a eu quelques petits clichés là, qui sont ressortis, je suis à peu près certaine. Mais donc, du coup, pour revenir à cette série, La Meneuse, en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'elle n'est pas trop cliché. Même si elle est quand même cliché et qu'il y a des trucs où on se dit oui, c'est too much. Mais je trouve qu'elle a quand même cette force de souligner des vrais points de tension, des vrais points de friction, des vrais malaises qu'on peut ressentir en tant que femme et que parfois on a du mal à exprimer. Je regardais un autre film il y a pas longtemps et je me suis vraiment dit, là c'était un homme qui se retrouvait dans un monde dirigé par les femmes et là vraiment je me suis dit c'était hyper cliché. Et je me suis dit, je comprends en tant qu'homme quand on me dit oui mais on n'est plus du tout à cette époque-là, on fait plus du tout ça, on a grandi entre guillemets par rapport à plein de choses, on accepte beaucoup plus la place de la femme en entreprise, etc. Ça n'a plus rien à voir. Et en fait, quand je vois des films comme ça, je me dis je comprends parce que c'est tellement cliché et c'est tellement stéréotypé que effectivement on n'est plus dans ça dans le quotidien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas toujours une différence, qu'on ne ressent pas toujours un besoin de devoir prouver sa place plus que les autres, etc. en tant que femme. Et donc, ça ne veut pas dire que l'égalité, elle est là à 100%. Et ces films-là, qui sont censés nous faire réfléchir, en fait, je trouve que parfois, ils désavantagent le propos plus qu'autre chose parce qu'ils permettent plus du tout de comprendre, parce qu'on est tellement dans le cliché et on est tellement plus dans ça dans la réalité qu'en fait, ça ne nous permet pas de nous comprendre que ici, et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de parler de cette série, je trouve que même s'il y a encore des trucs un peu gros et un peu clichés, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus subtiles et qui du coup permettent mieux de comprendre la réalité d'une femme qui se retrouve à une posture de dirigeante et des clichés auxquels elle peut faire face, de ce besoin de prouver sa légitimité auquel elle va faire face aussi. Si on revient ici à cette série, et c'est, je pense, quelque chose que pas mal de femmes ont ressenti dans leur quotidien d'entrepreneuse ou de CEO, il y a ce truc de, et moi je trouve ça quand même, enfin c'est drôle, mais en même temps c'est un peu réel aussi, le père décède et à sa succession, bah, c'est son fils. C'est logique, c'est lui qui est nommé président parce que bah, c'est son fils le plus vieux et donc c'est le plus logique qui doit reprendre. Or, il a zéro connaissance en basket et c'est un alcoolique drogué qui va d'ailleurs aller en désintox à un moment donné. Donc, on peut quand même se poser la question de la légitimité de mettre cette personne-là à la présidence d'une grosse équipe de basket. Et pourtant, ça coule de source. Le conseil d'administration valide tout à fait cette décision-là. Il y a absolument personne qui va remettre en cause le fait que ce soit lui le président de l'équipe de basket, etc. Donc vraiment, il y a un truc de « bah oui, il a pris sa place et puis voilà ». Là où, quand c'est sa sœur, du coup, Isla qui va devoir reprendre la présidence parce que bah, lui part en désintox, en fait, là, forcément, mais c'est une femme, elle n'y connaît rien au basket. Qu'est-ce qu'elle va faire là? Non, en plus, elle a un passé de fêtarde, etc. Donc, elle va rien nous apporter. Ça va pas être une bonne présidente. Et donc, tout de suite, là, il y a eu un questionnement et il y a eu beaucoup de préjugés sur ce qu'elle allait pouvoir faire. Alors que elle est passionnée de basket depuis qu'elle a 6 ans et elle a un bon regard stratégique sur ce qui se passe sur le terrain et qu'en plus de ça, elle est tout à fait capable de diriger. Et donc, il y a un truc de légitimité.
elle est arrivée en tant que femme et tout de suite, il y a eu toute une série de stéréotypes qui ont été déclenchés. Et c'est là où moi je trouve que c'est notre enjeu le plus compliqué en tant que femme aujourd'hui. C'est pas tant d'être CEO au quotidien, parce que ça, je trouve que c'est quelque chose qui est compliqué, que ça soit pour un homme ou pour une femme, parce que c'est un rôle qui est hyper pressurisant, parce qu'on se sent souvent seul au sommet et que c'est très très compliqué à gérer au quotidien. Et ça, je pense que c'est un rôle, la posture de dirigeant, elle est très compliquée, peu importe notre genre finalement, et peu importe notre sexe également. Mais ce qui pour moi aujourd'hui est compliqué pour une femme, c'est quand une femme arrive dans cette posture d'entrepreneuse ou de dirigeante, c'est ça qu'on va questionner. C'est la légitimité d'avoir cette posture-là. Je fais encore bien des interventions devant des étudiants pour promouvoir l'entrepreneuriat et ils me demandent souvent est-ce que c'est difficile d'entreprendre quand on est une femme. Et en fait, ma réponse, elle est toujours nuancée parce que je dis toujours c'est difficile de prendre sa place d'entrepreneuse, d'affirmer qu'on est une femme entrepreneuse, c'est un peu plus difficile que si on est un homme parce que se pose cette question de la légitimité. Mais par contre, une fois qu'on a assis, entre guillemets, sa place et sa position, c'est aussi dur pour un homme que pour une femme. Et on a, en tant que femme, les mêmes chances d'écoute que pour un homme. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi, j'ai un peu fait, là, dans mes différentes expériences professionnelles et un petit peu en parlant autour de moi, etc., je trouve que la différence, elle se fait là. Elle se fait pas tant sur le rôle de dirigeant en tant que tel, mais sur la place. Donc, quand on arrive en tant que dirigeant ou en tant qu'entrepreneur, c'est plus compliqué pour une femme d'y arriver. Mais une fois qu'elle y est, les barrières sont tout aussi nombreuses pour les hommes que pour les femmes. Et aussi, le respect, la légitimité, etc., va aussi se marquer avec le temps. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est plus difficile de prendre sa place en tant qu'entrepreneur, mais une fois qu'on a pris sa place, on a les mêmes chances, entre guillemets, de réussite qu'un homme. Pas toujours, parce qu'il y a plein de facteurs qui vont aussi influencer les choses, forcément. Mais en tout cas, moi, c'est un peu ce que je ressens. Et je trouve que c'est quelque chose qui se ressent aussi dans la série, puisque dès qu'elle arrive à ce poste, on va la questionner. Il y a plein de clichés et de stéréotypes qui font que, une femme au pouvoir, ça va pas marcher. Et donc, elle doit se battre pour montrer que ça va marcher avec elle. Et une fois qu'elle s'est battue suffisamment et qu'elle a montré que ça fonctionnait pour elle, etc., à ce moment-là, elle devient tout aussi respectée que si ça avait été son frère qui était président de l'équipe, voire même plus, parce qu'en fait, elle fait des choses qui sont bien. Il y a même un podcasteur qui, à un moment donné, s'excuse en lui disant en fait, je t'avais mal jugé, je m'étais dit que ça allait être une catastrophe, et en fait, t'as redressé l'équipe, donc voilà, je m'incline par rapport à ça. Et donc elle-même est surprise aussi du changement des gens. Mais donc moi, j'ai ressenti ce truc-là que je ressens aussi dans ma réalité quotidienne. C'est difficile de prendre sa place parce qu'on va avoir droit à toute une série de clichés en tant que femme quand on veut entreprendre ou quand on veut diriger. Mais par contre, une fois qu'on a assis cette position-là et qu'on a prouvé, maintenant on va devoir prouver plus pour y arriver. Mais une fois qu'on y arrive et qu'on a prouvé, alors là, ça devient un rôle qui est difficile quand même, mais qui est difficile de par le rôle et non plus conditionné par notre sexe ou notre genre. Donc sur cette question de la légitimité et de prendre sa place, je voudrais, en tant que femme, que vous vous posiez la question, comment est-ce que moi je me mets, si vous êtes entrepreneuse ou dirigeante, comment est-ce que moi j'incarne cette prise de place, cette prise de pouvoir, cette prise de position? Est-ce qu'elle est toujours liée à plein de croyances et de clichés, ou est-ce que je l'assume pleinement avec toutes les facettes que ça comporte chez moi? J'ai envie que vous vous posiez cette question-là sur cette légitimité. Et si vous êtes un homme, j'ai envie que vous vous posiez la question, comment est-ce que j'accueille quand je suis dans un événement de networking, quand je suis face à une femme qui est dirigeante, etc. Est-ce que j'ai des clichés? Est-ce que j'ai des stéréotypes qui vont popper dans ma tête ou pas? Je vous prends un exemple. En networking, on m'a déjà dit plus d'une fois, ah tiens, vous êtes la compagne d'eux, parce que j'étais en train de parler avec un autre gars. Et ça, c'est con, mais ça indique beaucoup sur les clichés que vous pouvez avoir par rapport aux femmes, en se disant, tiens, je suis dans un événement de networking, donc je suis face à des entrepreneurs, et plutôt que de considérer tout le monde comme un potentiel entrepreneur, je vais voir une femme et je vais lui dire, vous êtes la compagne d'eux.
Et ça induit une espèce de je ne te donne pas la place d'entrepreneuse qui normalement te revient dans ce type d'événement, entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir, mais c'est ce genre de petites phrases, ce genre de truc qui peut à la fois mettre une femme dans une posture d'infériorité où elle se dit tu ne me considères pas suffisamment que pour te dire que je suis entrepreneuse. Et en homme, ça peut entretenir inconsciemment des clichés de oui, une femme qui est dans un événement de networking, c'est forcément qu'elle accompagne quelqu'un ou qu'elle est la secrétaire d'eux et pas forcément qu'elle est là en tant qu'entrepreneuse ou en tant que dirigeante. Et ça, c'est ces petits clichés, c'est ces petits trucs-là, c'est ces petits biais qui vont jouer sur cette légitimité et ce besoin de prouver plus et de faire plus d'efforts pour prendre sa place en tant que femme qu'on essaye aujourd'hui de déconstruire. Donc, je vous invite, si vous êtes un homme, à vous demander, tiens, en networking, ou alors quand je vois que c'est une femme qui dirige, etc., est-ce que j'ai encore ces petites pensées-là qui peuvent parasiter mon esprit aussi et qui entretiennent ces clichés et ces stéréotypes sur les femmes? Et de vous dire aussi, que vous soyez un homme ou une femme, ou une personne non genrée, évidemment, mais là, ici, c'est un épisode qui est fort genré quand même sur le côté homme-femme, et je m'en excuse pour toutes les personnes qui ne se reconnaîtraient pas dans ce que je suis en train de raconter. Mais pour ce côté très genré, masculin, féminin, je vous invite, en fait, peu importe qui vous êtes, à vous poser la question de est-ce que vous avez ce cliché d'une femme au pouvoir? Quelles sont les croyances limitantes que vous avez par rapport à ça? Et comment vous pouvez peut-être déconstruire un peu tout ça? Bon, ça, c'était le gros bloc et c'était l'angle principal, on va dire, de la série. Un autre truc que je trouvais hyper intéressant dans la série et où je me suis dit, tiens, ça me questionne un petit peu. Et donc, j'avais aussi envie d'ouvrir le questionnement chez vous. C'est le poids du passé. On va voir aussi, Isla, ça a été une grosse fêtarde. Elle a fait pas mal de bêtises quand elle était plus jeune, etc. Et donc, ce passé-là la suit aussi et va être utilisé pour dire, oui, mais ce ne sera pas une bonne dirigeante parce qu'il y a 20 ans, elle a fait ça. Et donc, ce poids du passé, j'avais envie aussi qu'on se questionne aujourd'hui sur ça. À quel point et dans quelle mesure est-ce que notre passé va définir et conditionner notre présent professionnel? Est-ce qu'on peut, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est est-ce qu'on peut, en tant que personne, avoir commis des actes ou des choses qui étaient assez répressibles ou toxiques et changer pour devenir une autre personne? Et donc, est-ce qu'un comportement qu'on a eu il y a quelques années doit devenir rédhibitoire pour notre présent professionnel? Si moi, je devais répondre à cette question, je dirais non parce que je suis foncièrement convaincue qu'on peut changer. Par contre, je suis aussi foncièrement convaincue que personne ne peut faire changer quelqu'un. Donc, quelqu'un qui change, c'est de sa propre décision, de sa propre volonté, de son propre travail de développement personnel. Il n'y a rien d'autre qui peut nous faire changer. Mais je pense foncièrement qu'on peut changer. Et donc, quelqu'un qui a fait des erreurs dans le passé peut avoir une seconde chance et ne plus les faire. Mais ça inclut tout un truc et je me pose la question, je me dis tiens, est-ce que ça, ce serait intéressant d'avoir au micro du podcast? Vous me direz si vous trouvez ça intéressant ou pas. On parle beaucoup de réinsertion professionnelle, de personnes qui ont commis des délits, des crimes plus ou moins graves. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut pardonner ça? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut donner une seconde chance à ce genre de profils-là qui ont commis des crimes, du coup, qui sont punissables par la loi? En fait, je trouve que ça, c'est intéressant de se dire, tiens, est-ce que ces gens-là, il faut les exclure du système à vie ou est-ce qu'on peut changer? Je ne sais pas, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Mais dites-moi un petit peu en commentaire votre avis et puis surtout, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un épisode sur ça avec un expert qui pourrait nous en parler bien mieux que moi? Donc sur ce poids du passé aussi, j'avais envie de dire, je pense que les gens peuvent changer et donc ils ont droit à une seconde chance, mais forcément, ça induit aussi toute une série de questions et de raisonnements philosophiques et donc jusqu'où est-ce qu'on va dans la seconde chance? Et puis deuxièmement, c'est aussi, j'avais envie de vous dire, si vous êtes en reconversion professionnelle ou si vous vous dites, en fait, mon passé professionnel, ce que j'ai fait dans mon passé, les expériences que j'ai faites ou même les études que j'ai faites ne me correspondent plus. J'ai envie de changer, j'ai envie d'aller vers autre chose. C'est pas parce que dans le passé, vous avez eu telle expérience ou telles études, etc., que vous devez rester cloisonné à tout prix dans ce que vous avez fait. Je pense qu'on peut aussi changer en termes d'évolution de carrière. Et donc, c'était aussi un point que j'avais envie de soulever avec vous parce que je trouvais ça intéressant. Donc, c'est de se dire dans quelle mesure est-ce que mon passé conditionne mon présent. Et vous pouvez vous poser cette question aujourd'hui de vous dire, tiens, mon passé, c'était quoi au niveau comportemental et au niveau aussi de mes choix professionnels? Est-ce qu'il conditionne mon présent aujourd'hui? Et est-ce que j'ai envie qu'il conditionne mon futur?
Et si oui, comment? Je vois qu'on est déjà à 20 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Mais s'il y a un truc que vous devez retenir de cet épisode et ce avec quoi j'ai envie que vous repartiez, c'est vous questionner sur un, si vous êtes une femme, quelle est ma vision d'une femme dirigeante? Quelles croyances est-ce que j'ai qui peuvent m'empêcher, moi, de prendre cette posture de leaduse ou d'entrepreneuse? Si vous êtes un homme, est-ce qu'il y a encore des clichés, des croyances limitantes que je véhicule sur le fait d'avoir une femme qui dirige? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de vous demander aujourd'hui comment votre passé, à la fois le comportement que vous avez eu dans le passé et à la fois les choix professionnels que vous avez faits dans le passé, influence aujourd'hui votre présent. Est-ce que ça vous convient? Et si vous avez envie de changer, d'accepter le changement et de vous dire, bah en fait, si j'ai envie de changer, de modifier aussi ça, comment est-ce que je peux faire pour que mon passé ne soit plus un poids dans mon présent? Voilà, je ne vais pas faire plus long. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité. Et vous allez voir, ça va être un épisode très, très, très cool. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Je suis très impatiente. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Et prenez bien soin de vous.